Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Guilde, Secret de scénariste, épisode 5. Nous sommes actuellement dans les locaux de la Guilde des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est l'unique syndicat en France qui représente près de 400 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir en profondeur la réalité du travail d'écriture d'un film, en gros, une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la conception d'un film. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Turner, l'un des scénaristes les plus actifs du cinéma français, puisqu'on lui doit des films aussi différents que Le Petit Spirou, La Proie, Radin, Sous le même toit, ou encore le biopic sur le commandant Cousteau, L'Odyssée. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur deux films qui sont diffusés actuellement à la télévision en France. Radin, avec Danny Boone, qui a fait plus de 3 millions d'entrées en salle, et le biopic sur le commandant Cousteau, L'Odyssée. Laurent Turner est par ailleurs un fervent défenseur du métier de scénariste en France, puisqu'il fait partie du conseil cinéma de la Guilde des scénaristes. Tu m'as invité à dîner? Non. Bah quoi? Pas rien, mais oublie pas ta carte bleue. Hein. Vous avez des bulots? Une assiette de bulots. Oula, ça va peut-être faire un petit peu trop une assiette. Vous les faites à l'unité, les bulots? Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai voulu le conquérir, alors qu'en fait, il fallait le protéger. Bonjour Laurent, et merci d'être venu nous rendre visite à la Guilde des scénaristes. Donc c'est un petit peu ta maison ici, hein, puisque tu es membre du conseil cinéma. Et d'ailleurs, je voudrais juste te poser déjà une première question. Pourquoi c'est si important pour toi de défendre le métier de scénariste en France ? Pour tout dire, ça fait 1 an que j'y suis, même pas, enfin je crois, je sais plus trop, mais je me suis inscrit assez récemment. J'avais connaissance de l'existence de la guilde, mais c'était un peu flou pour moi. Et en même temps, j'ai ressenti ce besoin là de retrouver mes camarades scénaristes, parce qu'on se rencontre pas beaucoup, et d'échanger avec eux sur tous nos problèmes, et de trouver des solutions sur certains trucs qui me tenaient à cœur, en fait, vraiment. La place du scénariste en France, par rapport au réal, par rapport au prod, pour bien se défendre, etc. Et moi, je suis plutôt bien loti, donc ça m'intéressait aussi de faire part de ça, de faire part de mon expérience, qui avait quand même... ça fait quand même, je sais pas, peut-être plus de 10 ans que je travaille, enfin non, plus que ça, 25 ans. Ça fait plus de 20 ans, je crois. Oui, je me rajeunis, mais ça fait plus de 20 ans que j'écris, que j'ai connu à peu près tout, donc voilà, je trouvais ça intéressant aussi J'avais certains combats, mais en fait, pour tout te dire, je regrette de ne pas avoir assez de temps. Je sais pas si t'es d'accord, mais je trouve que dans les médias, on parle beaucoup d'acteurs, de réalisateurs, mais finalement très peu de scénaristes, très peu de l'écriture des films, alors que c'est la partie quand même la plus longue dans la fabrication d'un film. Des fois, ça peut prendre 2 ans, voire plus. Voire plus, ouais. Mais c'est pas glamour. Donc en fait, c'est pas people, c'est pas glamour. Et je peux comprendre à la limite. Hein, c'est plus intéressant de faire venir un acteur que même parfois un réal, qu'un scénariste. Donc il y a une certaine logique, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même culture qu'aux États-Unis, où il y a vraiment une culture, et encore, il faut relativiser. Je pense que c'est une culture qui est limitée à Hollywood, qui intéresse les autres scénaristes. Enfin, il y a un truc qui existe, mais qui est pas... Il y a peu de scénaristes qui sont mis en avant d'une façon vraiment évidente quand même aux États-Unis, mais un peu plus quand même. Parce qu'il y a une vraie culture du scénario. Puis Los Angeles, c'est vraiment Hollywood, donc il y a beaucoup de scénaristes. Ici, Paris, c'est pas du... Enfin, il y a des scénaristes, mais c'est pas... tous les serveurs sont pas acteurs, il y a une vraie culture qui fait que ça intéresse pas mal de monde aux États-Unis. En France, écrire un scénario, moi, très souvent, et j'imagine que ça arrive à tous les scénaristes, quand ils disent qu'ils sont scénaristes dans une soirée, tous les gens ont une histoire, savent créer un super scénario, et ils pensent que... Moi, je peux vous dire, hein, j'ai des amis de ma femme, ou des amis qui se retrouvent au chômage et qui me disent... Ah, mais ce serait peut-être tu voudrais pas écrire un scénario avec moi, ou un truc comme ça. Donc, cette culture du professionnalisme du scénario, c'est très bizarre, mais en France, on a aussi cette culture de tout le monde a commencé un roman, par exemple. Il y en a très peu qui le finissent, mais il y en a beaucoup, quoi, c'est marrant. Pour eux, c'est un truc assez simple. Ça a l'air assez simple. Ce que je dis dans ces cas-là, c'est essayer, parce que ça m'a
J'ai un peu un truc pervers d'amusement parce que je sais que c'est très dur et je sais que c'est compliqué, que ça demande une énergie de dingue et une technique aussi et un talent et voilà. Donc voilà, j'encourage tout le monde à écrire. Hein. Tu as écrit un nombre impressionnant de films et avec d'ailleurs des genres très variés. Tu as écrit des comédies populaires, des thrillers, des drames, des biopics. Tu as même écrit des films d'animation pour la télévision, parce que c'est comme ça que tu as démarré, avec le dessin animé. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'écriture, je voudrais déjà te poser une question, c'est est-ce que tu as suivi une formation spécifique pour être scénariste? Est-ce que tu as fait une école? Non, j'ai pas fait d'école, ça n'existait pas à l'époque où j'ai commencé, parce que je suis pas très jeune, mais il y avait la FEMIS, il y avait un département scénario, et je crois peut-être même pas tous les ans. Non, j'ai pas du tout fait d'école en fait. J'ai fait une école, mais qui n'a rien à voir, une école de commerce. Et alors, comment tu as appris cette technique d'écriture? En fait, ça m'intéresse depuis très longtemps. Donc, écrire, ça m'intéresse depuis très longtemps. J'écrivais beaucoup. Je pense que j'avais un petit talent pour ça. Et donc, lire des scénarios, j'en ai lu très, très tôt, beaucoup. Des scénarios américains, parce que c'est les seuls qu'on trouvait à l'époque. Bon, maintenant, on les trouve un peu moins, mais à l'époque, on en trouvait beaucoup. Ouais. Et j'en ai lu énormément, il y avait même des bouquins, je me souviens avoir acheté tous les bouquins de William Goldman où il y avait tous ces scénarios dedans. Preston Sturges, qui est un auteur américain que j'adore, enfin un réalisateur, les scénarios de Billy Wilder sont édités, les scénarios des frères Cohen sont édités, donc j'ai lu tout ça et j'ai commencé à comparer le scénario et le film, à me dire tiens c'est marrant et tout ça. J'allais même jusqu'à, je me souviens avoir... À l'époque, on ne trouvait pas ça sur Internet et tout ça. Internet n'existait même pas. Je parle d'une époque très lointaine. Mais j'allais dans les salles. Je me souviens être allé voir un film de Billy Wilder qui s'appelle Love in the Afternoon. Et d'avoir avec un enregistreur et d'avoir enregistré tous les dialogues. Et que je me réécoutais pour comprendre pourquoi Billy Wilder et E.I. Diamond construisaient leur scène comme ça. Pourquoi ils mettaient ces dialogues, où ils mettaient les implants pour préparer les trucs. Donc j'ai appris vraiment sur le tas. Voilà. Mais ce que je dis tout le temps quand vous dites est-ce qu'il faut lire des bouquins, aller dans les écoles et tout ça, pourquoi pas, je trouve que c'est intéressant, mais je pense qu'à la base, soit on a un talent pour raconter des histoires, soit on l'a pas. Si on l'a pas, toute la technique du monde ne servira à rien. Ça sert à rien de dire John Truby. John Truby, ça sert. Il faut pas s'enfermer là-dedans. Je pense que ça sert. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un auteur que tu recommandes Aucun. Ou je sais pas, Joseph Campbell. J'ai pas lu Joseph Campbell. En fait, je peux pas les recommander parce que je les ai pas lus. Le seul truc que je me souviens avoir lu, c'est un bouquin je crois qu'il s'appelait Gérard Laine. Qui analysait je crois qu'il partait d'un film de Billy Wilder d'ailleurs, et il avait une façon d'analyser qui était assez intéressante d'ailleurs, que j'utilise assez maintenant, qui était par séquence. Donc je pense que c'est un peu ce que fait Joseph Campbell. Je crois que c'est son credo aussi sur les séquences. Et quand on regarde les scénarios de Billy Wilder, par exemple, c'est construit par bloc A, bloc B, bloc C, bloc D, et chez Preston Sturges aussi, et chez Lubitsch aussi. Et en fait, voilà, c'est une bloc qui a une constante dramatique et qui aboutit à un truc qui fait que ça passe sur une autre problématique. Enfin, voilà. Voilà, tout ça, c'est un peu empirique de mon côté. Je pense que ça peut servir, mais moi, ce que je recommande vraiment, c'est de voir le maximum de films et de lire le maximum de scénarios. Je crois que c'est ce qu'il y a de... Et en y réfléchissant, pas les lire bêtement, mais les lire. Parce que toutes les techniques... J'ai déjà essayé d'écrire en suivant, je sais plus, peut-être Truby ou un truc comme ça, et je trouve que ça donne un truc très mécanique en fait. Ouais. C'est très mécanique et... Ou ça bride. Ça bride, je trouve. Moi, en tout cas, je trouve après, voilà, c'est que mon avis, hein, franchement. Moi, j'avais lu un très bon livre de Stephen King qui s'appelle Écriture. The Writing, ouais, voilà, et qui justement démontait un petit peu ce genre de choses, qui enfermait les gens dans des techniques et qui les libérait pas de... C'est un cliché de le dire, mais c'est tous ces mecs qui ont écrit ces bouquins, ils n'ont jamais écrit un scénario. Ou alors un téléfilm sur TBS, je sais pas quoi, enfin Et donc j'ai un peu de la suspicion, moi. Un peu, c'était ceux qui c'est une truc américain, c'est Voss. Enfin, j'arriverai plus à le dire, mais ceux qui enseignent ne sont pas obligés de le faire, et ceux qui font ne sont pas obligés d'enseigner. Mais enfin voilà, il y a un truc comme ça qui est pas. Et McKee, je sais pas, il a jamais écrit un scénario de sa vie, ou peut-être, mais en tout cas, c'est pas lui qui a écrit. Mais ils analysent sans doute très très bien. Voilà, ils analysent bien. Mais je trouve ça très théorique, et franchement, et par exemple en comédie.
pour moi, c'est l'équivalent de raconter une blague dans une soirée. Soit vous êtes doué pour raconter une blague dans une soirée et vous faites rire les gens, parce que c'est ça la comédie, il faut que c'est payant tout de suite, les gens rient ou pas, et c'est flagrant tout de suite. Soit vous êtes doué, il y a des gens qui sont doués pour raconter des blagues ou raconter des histoires de façon marrante. Il y a des gens qui sont pas doués pour ça, c'est tout. Moi, c'est pas vraiment. Si à la base vous n'êtes pas doué, je pense que vous aurez beau apprendre toutes les techniques du monde, ça sera mécanique, ce sera pas bon, je pense pas. Il faut avoir une science des effets, donc des chutes, des trucs comme ça, et je pense que c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Et alors, moi je voudrais juste revenir sur ton expérience dans le dessin animé, dans les films d'animation. Est-ce qu'il y a une spécificité dans le travail d'écriture de dessin animé ou de film d'animation qui est différente par rapport au cinéma ? Bah oui et non. Moi j'ai beaucoup appris en faisant j'ai fait beaucoup de dessins animés, vraiment beaucoup. J'ai dirigé des écritures, j'ai créé des séries, j'ai vraiment beaucoup appris mon métier comme ça, et c'était un vrai apprentissage parce que en gros je devais écrire 26 minutes par semaine. En gros, vraiment 26 minutes par semaine, et ce qui fait que j'écrivais l'équivalent d'un long métrage toutes les 3 semaines, quoi, en fait, et ce qui explique aussi pourquoi j'écris beaucoup maintenant, que j'ai encore cette technique ce besoin d'écrire beaucoup. Donc c'est une bonne école de passer par le film d'animation. C'est une bonne école, je trouve, parce que c'est très visuel, en fait. Et c'est ça ce qui se rapproche du cinéma, en fait. C'est pour moi, j'ai pu travailler sur cartouche, cap et épée, j'ai pu faire de la science-fiction, j'ai pu faire du cartoon, et à chaque fois l'idée et le fond du problème c'était que ça devait être storyboardable et que ça pouvait être visuel, c'est-à-dire qu'on pouvait être dans l'espace. C'est un truc génial en France, c'est très on fera jamais en cinéma, c'est très compliqué. Du coup, c'est la liberté totale. Donc c'est une liberté totale, mais c'est très cinématographique quand même. On faisait cartouches, il y a des combats, il y avait des trucs comme ça, et le Marsus, c'est encore autre chose. J'ai fait Chasseur de dragons, c'était. Et il y a un truc qui est très visuel. Et de penser à écrire pour que ce soit quelqu'un derrière storyboard, c'est hyper essentiel. En fait, on écrit. C'était Cameron, je me souviens, j'avais lu un bouquin où il y avait un bouquin qui avait été édité sur Strange Days, où il y avait le treatment de Strange Days qui était déjà dialogué, tout ça, mais qui était fait par Cameron. Et en intro, il disait qu'il fallait écrire comme on voit les scènes. Donc on fait déjà un travail de metteur en scène, en fait. C'est-à-dire écrire visuel, de penser à la scène telle qu'elle va être tournée, en fait. Et souvent, moi, parce que quand j'ai fait de l'anime et que je dirigeais d'autres scénaristes, j'ai vu que souvent la phrase que j'avais pour les scénaristes, c'était « Mais comment veux-tu que le dessinateur, le storyboarder, puisse mettre en scène ce que tu viens d'écrire ?» C'était incompréhensible, je te jure, c'est pas... réfléchir, regarde comment il va storyboarder ça, comment il va mettre en scène ça. Et c'est un gros défaut, et c'est aussi un bon apprentissage de faire de l'anime pour ça, parce qu'il y avait un truc qui était aussi, après je parle beaucoup, mais il y avait un truc aussi qui était top, je trouve, et que je trouve compliqué maintenant dans le cinéma, etc., même si ça va plutôt bien, mais c'était que j'écrivais, il y avait quelques corrections, ça partait en storyboard, c'était fait. Il y avait un truc d'immédiateté, et je pense pas que c'était moins bon que si on avait retravaillé 10 fois. Ouais. Il y avait un truc, moi j'aurais rêvé d'être à Hollywood dans les années 30-40, où les scénaristes étaient payés à la semaine, et devraient livrer 11 pages par semaine. Et ça donnait des films bons, des films mauvais, et moi j'ai cette culture, c'est comme les mecs, j'adore, tu vois, la musique, les Beatles et tout ça. C'est des génies, mais ils ont aussi fait des chansons de merde, mais parce qu'ils en faisaient beaucoup. Il y avait un truc il y a un truc, j'aime ça. Il y a un truc que je cherche pas. Chercher chef-d'œuvre, c'est un peu absurde, quoi. Tu vois, il y a des réalisateurs que j'aime beaucoup, comme Rapno, qui mettent du temps à écrire leurs films, qui se prennent la tête. Et je préfère presque De Broca, même si j'aime bien les deux, hein. Mais De Broca qui faisait beaucoup plus de films. Woody Allen, Oui, Woody Allen. Et sur la totalité, il y a quand même énormément de chefs-d'œuvre, de films géniaux. On peut pas toujours... Et je trouve qu'il y a un truc comme ça, et en plus pour apprendre son métier, il n'y a rien de mieux. Et puis, que l'expérience, et puis de faire des choses, plutôt que d'essayer d'attendre d'avoir le chef-d'œuvre. Oui, parce qu'en fait, quand on se pose beaucoup... Il faut y croire à chaque fois, ça c'est la condition essentielle, croire qu'on va faire le meilleur scénario possible à chaque fois. Mais
Après, voilà, c'est raconter une histoire. C'est pas, on cherche pas. Et si on regarde les scénaristes dans l'histoire, même William Goldman, que j'admire beaucoup, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Hein. Il a fait, je sais pas, le déshonneur d'Elizabeth Campbell ou des trucs comme ça. Non, mais voilà, il a aussi, et à côté, il fait Cassidy Lukin, il fait Sadowski, il fait des trucs comme ça, mais c'est un plaisir de raconter une histoire. Et parfois, on tombe sur une histoire, c'est pile poil, ça correspond, ça tombe au bon moment, c'est dans l'air du temps. C'est un truc qui correspond. Puis, bon, ça on verra, mais il y a des questions de la commande et de ce que je peux initier. Mais, alors moi, je voudrais juste revenir sur tes premières expériences d'écriture. Est-ce que ça a été en gros difficile au début pour se faire connaître, d'écrire? Est-ce que tu es par exemple tombé sur un mentor? Parce qu'on dit souvent que la réussite de quelqu'un est due grâce à un mentor, quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier, qui t'a permis de rencontrer une telle personne. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi? Enfin, en gros, comment ça s'est passé En gros, je pourrais dire que De Broca est un mentor pour moi. En fait, c'est Philippe De Broca que j'admire énormément. Je trouve qu'un jour, il faudra le réévaluer. Mais voilà. En fait, je sortais d'une école de commerce et j'allais devenir trader. J'ai laissé tomber et j'avais l'adresse de Philippe De Broca qui habitait à Neuilly à l'époque, enfin, qui est mort malheureusement, et je lui ai envoyé une lettre en fait pour être assistant réal. Je savais pas ce que c'était, je croyais que c'était devenir presque réal, mais en fait assistant réal c'est le mec qui organise tout ça. Voilà, il y en a très peu qui deviennent réal d'ailleurs, mais je lui ai écrit et je me dis bon, j'avais tendance à écrire des lettres un peu dingues et tout ça, et donc j'ai écrit une lettre un peu dingue et il m'a répondu. Dites-moi, jeune homme, est-ce que vous m'avez fait beaucoup rire avec votre lettre, est-ce que vous voulez écrire un scénario avec moi? Voilà. Donc j'étais stupéfait et j'étais très content, je l'ai appelé, on a commencé à travailler ensemble. Il a été pris par un autre truc, ça s'est très bien passé, c'était top. Je regrette que je n'ai pas eu à l'époque l'expérience que j'avais maintenant, parce que ça aurait été vraiment super, et voilà. Il a réalisé le Bossu à l'époque, et moi j'ai écrit une lettre à une boîte de prod d'anime, et là ça a commencé, et très vite dans l'anime ça s'est super bien passé, et j'ai très vite trouvé mon truc, ça se passait super bien, ça très 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 vite. J'ai rencontré sur une série comme ça quelqu'un qui s'appelait Gilles, il s'appelait, malheureusement il est mort, Gilles Adrien, qui est quelqu'un qui avait eu le César du meilleur scénariste, qui a écrit Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, qui m'a repéré. On a commencé à travailler ensemble sur un projet, on a un peu abandonné, et c'était marrant parce que lui, il avait un peu un nom dans le cinéma, et à chaque fois qu'on rencontrait les producteurs, il me demandait ce que je faisais, ce que j'avais fait, et je leur disais que j'écrivais des dessins animés. C'est comme si je leur disais que j'étais chanteur d'opéra ou un truc comme ça. Pour eux, c'était pas la même chose que d'écrire du cinéma. Donc j'ai décidé, tout en continuant de travailler dans le dessin animé, d'écrire un scénario on spec, sans être payé, rien, le soir et le week-end. Scénario que j'ai renvoyé à des boîtes de prod, pas beaucoup, mais un petit peu, et qui a été repéré par quelqu'un qui s'appelle Eric G. Hellman, qui est un grand producteur maintenant, enfin qui était au développement dans une boîte de prod qui s'appelait Fidélité, et maintenant qui est devenu indépendant et qui a produit des films que j'ai écrits, et qui a repéré mon style, et le fait que j'avais bien, enfin que les scénarios qui a failli se faire, que c'était pas fait, mais il m'a mis sur d'autres trucs, et voilà. Donc si je peux dire que j'ai eu Gilles, Adrien, Eric G. Hellman, voilà, mais c'est pas des mentors dans le sens où ils m'ont appris à écrire, pas du tout. C'est juste des mentors dans le sens où ils m'ont repéré. Et d'ailleurs, c'est une sacrée prouesse que tu aies été repéré par une boîte de prod à qui tu as envoyé le scénario, parce que tu ne connaissais pas forcément les gens de cette boîte de prod. Et souvent, on dit que ça sert pas forcément à grand chose d'envoyer son scénario comme ça anonymement à des boîtes de prod, parce qu'ils vont pas les lire, etc. C'est le seul qui a réagi. Je peux dire que les autres n'ont pas réagi. Donc en fait, j'ai eu cette chance que lui, en fait, j'avais écrit une lettre avec, encore un truc un peu dingue. Et quand il a lu la lettre, il s'est dit, tiens, il n'a pas lu lui-même le scénario, il l'a donné à des lecteurs de. Mais la lettre l'a interpellé. La lettre l'a interpellé, il s'est dit. Donc il faut écrire une bonne lettre. Alors. Voilà, ça c'est une. Je sais pas si ça marchera encore, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas à l'époque ça a marché, et il a lu le scénario, il a trouvé ça super et tout, donc voilà, mais il fallait alpaguer, effectivement, il reçoit beaucoup de scénarios, et beaucoup de choses qui sont pas, c'est pas très agréable à lire un scénario en fait, quand même. De quelqu'un qu'on ne connaît pas. Aussi, mais c'est pas,
Parce qu'on lit beaucoup de choses qui sont pas bien, donc c'est... On ne sait pas qui a écrit. Ouais, qui a écrit et tout ça. Quand on lit les scénarios qu'on trouve sur Internet américains, c'est des scénarios de films qui se sont faits ou qui vont se faire. Donc c'est déjà une garantie de qualité. De qualité, donc voilà. Et alors, le scénario qui t'a permis de vraiment rentrer dans le cinéma, c'est La chance de ma vie, voilà, avec François-Xavier Demaison et Virginie Efira, une comédie qui a fait 1 million d'entrées. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé sur le projet, combien de temps a duré le développement, est-ce que tu es à l'initiative du film, ou est-ce qu'on est venu te chercher? C'est Eric Gelman qui avait ce projet, qui était développé par un scénariste qui s'appelle Luc Bossy, et qui avait fait un traitement que j'ai lu et que j'ai trouvé intéressant, et j'avais envie, déjà, Fidélité me proposait d'écrire un scénario, j'avais envie de dire oui, déjà, et secondo, j'avais envie d'écrire une comédie romantique qui avait un angle un peu original par rapport à ce qui se faisait en France à l'époque et tout ça, et d'ailleurs ce qui se fait encore maintenant, parce qu'on voit très peu, en fait, des trucs avec un présupposé un peu, limite fantastique, en tout cas, voilà. Et donc j'ai dit ok, et puis j'ai eu du temps pour l'écrire, je continue encore l'animation en même temps. Et j'ai mis, je sais pas, je peux pas vraiment dire, parce qu'après, il y a eu l'arrivée de Nicolas Cuche comme réalisateur, après il a fallu trouver les acteurs et tout, mais ça a été très agréable, parce que dès le traitement, ils ont trouvé ça super, ils ont vraiment trouvé ça drôle, etc. Donc j'ai eu une première expérience qui était quand même un peu idéale, en fait. Encourageante. Encourageante, et puis Eric Gelman me faisait confiance, il était sans doute content aussi de ce que je faisais, les autres producteurs, Marc Poissonnier et Olivier Delbosque, ont été aussi très derrière, etc. Il se trouve que Virginie n'était pas encore du tout connue à l'époque, donc elle a accepté, François-Xavier a accepté. Et il se trouve que le film a été un succès surprise quand même, donc c'était quand même les meilleures conditions pour commencer. Après il y a eu La Proie, qui est une autre expérience, mais qui est une très bonne expérience aussi, même si le film n'a pas autant marché, mais le film a été très apprécié, et donc et c'était totalement différent. Tu parlais tout à l'heure des genres très différents. Oui, là on était passé de la comédie au polar dur, donc c'était aussi une chance pour moi, c'était assez important de faire ça. De changer. Justement, parce que ça, je te l'ai souvent entendu dire dans les interviews, l'importance de varier les genres quand on est scénariste. Pourquoi c'est si important de varier les genres de films, et d'ailleurs, comment tu fais pour passer de la comédie au polar, au thriller, au biopic? Il y a des genres qui n'ont rien à voir. Des genres qui n'ont rien à voir. Après, ça date déjà quand je faisais des séries d'anime, en fait, j'ai toujours refusé, presque toujours, de faire des saisons 2, etc. Parce que j'aime pas... j'ai besoin de changement. Donc ça vient de là, déjà, d'une. Et je trouve que pour pas se scléroser, c'est important aussi. Et puis pour... en plus, j'adore tous les genres. C'est-à-dire, j'ai pas de problème avec la comédie. J'ai beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la comédie. Moi, j'adore la comédie. Mais c'est vrai que j'aime raconter des histoires. Donc en fait, raconter des histoires, ça peut être l'Odyssée, comme Kerviel, comme l'Outsider, et les comédies, Radin et tout ça. Je trouve que c'est chouette de pouvoir varier. Et je pense aussi pour continuer d'avoir une énergie et un plaisir à écrire. Si on fait toujours la même chose, je pense que c'est quand même compliqué, quoi. Et alors justement, donc toi qui as touché un peu à tous les genres, est-ce qu'il y a un genre qui est plus difficile que l'autre à écrire? La comédie. Ah, c'est la comédie? Ah, vraiment. Et pourquoi? Parce qu'il faut tout, en fait. C'est-à-dire, pour moi, la comédie, c'est le plus difficile parce que ça demande une structure d'enfer. En tout cas, je trouve qu'il faut une structure d'enfer. Donc ça, c'est déjà difficile à la base. Mais comme en plus, il faut être drôle dans chaque scène, ça multiplie la complexité du truc. Un polar, c'est super, mais il faut être très structuré, toujours à mon avis, il faut une super structure et tout ça, donc c'est déjà... Mais après, on peut être plus ou moins... On n'est pas obligé d'être drôle, ce qui est déjà... voilà. Là, être dans une structure où il faut être drôle dans chaque scène, c'est vraiment super compliqué. Parce qu'il faut les bons personnages, il faut les bonnes situations. Moi, j'admire, tu vois, j'admire Weber, j'admire Wilder, j'admire plein de gens qui sont des structureurs et qui
qui sont des génies de la comédie, parce que c'est vraiment dur. C'est vraiment très dur. Et en plus, la réaction des producteurs, la réaction des gens, elle est dure aussi, parce que tout le monde ne trouve pas drôle la même chose. Donc, c'est vraiment dur. Et c'est pour ça que c'est aussi un genre dans lequel je suis beaucoup demandé, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. C'est comme, voilà, c'est parce que c'est vraiment dur. On s'en prend plein la tronche, hein, même quand les films sortent aussi. Bon, ça, je m'en fous, mais c'est quand même bizarre, d'ailleurs, je trouve, qu'il y a un tel différentiel entre la difficulté de la chose et la vision des gens. C'est-à-dire qu'un film d'auteur, moi, quand je vois les films d'auteur... Tu veux dire, les critiques vont être plus clémentes à l'égard d'un film d'auteur Même les gens. Les gens, ils vont trouver un film que moi, je trouve ni fait ni à faire au niveau de la narration, ou facile, facile... des situations bateau, des trucs comme ça, où il n'y a aucun effort de chercher. Moi, je suis un fan des idées, quoi. J'ai vu récemment le film de Salvadori, En liberté, c'est plein d'idées. Il faut que je dise bravo à Benoît Graffin et à Salvadori et à son troisième co-scénariste, mais c'est plein d'idées. Et ça, pour moi, j'ai vraiment un respect total là-dessus. Et en fait, il y a une sorte de paradoxe pour moi de mépris peut-être à l'égard des comédies populaires, de la comédie populaire et tout ça, et en même temps, moi, ce qui me réjouit, et c'est pour ça que je m'en fous, c'est qu'au final les films, d'abord les spectateurs, oui aussi, mais les films qui restent et qui passeront à la télé, puisqu'en fait au final, moi j'étais abonné à tous les trucs, les cahiers du cinéma, la revue du cinéma à l'époque, etc., et je me souviens des films qui étaient mis en avant. Alors parfois il y a des films qui étaient mis en avant qui restent, qui sont encore là, hein. Mais le nombre de films qui étaient mis en avant et qui n'existent plus, qu'on ne peut plus voir, qui sont même pas édités en DVD, parce que en fait c'était marqué par une époque et c'était un truc, voilà. Tandis que, je vais citer, je sais pas, L'inspecteur La Bavure, ça passe tout le temps, et c'est pas forcément des films que j'adore, mais Les Ripoux, que je trouve exceptionnels, ça passe tout le temps. Moi je sais que j'ai des films, La chance de ma vie passe tout le temps, Les Radins passent tout le temps, etc. Et j'espère que ça passera encore. Ça serait la vraie satisfaction pour moi. Et en fait, bizarrement, ces films, quand ils sont critiqués maintenant en Télérama, où il y a le recul qui fait que... Moi, par exemple, j'ai retrouvé... Sur Allociné, on peut retrouver des critiques de l'époque. Oui. Il y a une critique de... Je crois que c'est Libération, Le Monde, sur certains lame shows. On dirait une critique de maintenant sur une comédie. Ah ouais. C'est-à-dire... Personnages, il faut la retrouver, mais c'est stupéfiant. On la retrouve sur Allociné. Ces personnages grotesques, caricaturaux, etc. Certains lame shows. Et Sueur froide a été... Alors, c'est pas une comédie, mais Sueur froide, à l'époque, aux États-Unis, ça a été critiqué. Alors maintenant, c'est le premier film. Je pense que c'est le temps qui fait que aussi... Je sais pas si j'aurai des films qui tiennent. Hein, je suis pas en train de penser à ça, mais pour moi, c'est un truc... C'est le vrai, en fait, la vraie... le fond du truc, c'est est-ce qu'un film va passer souvent, les gens vont l'aimer, vont avoir envie de le voir. Les Bronzés, à l'époque, il y avait beau des critiques, mais il y avait eu des bonnes, mais il y avait des catastrophiques. Hein. Maintenant, c'est devenu... Mais c'est marrant, je me suis amusé à faire exactement comme toi sur Allociné avec, par exemple, Retour vers le futur. Ah mais Retour vers le futur, ils ont parlé récemment de la critique de Libération. Mais c'était genre... c'est presque une bouse. Ah ouais, une bouse. Alors que pour moi, justement, Retour vers le futur, c'est un exemple parfait du scénario. Mais et donc, en fait, quand t'as vu ça, je vais te dire un autre truc. C'est Bakri qui lisait pas les critiques parce que ça m'a marqué, parce que je trouve que c'est ce que je ressens aussi. C'est comme si t'es dans une soirée et il y a quelqu'un qui donne son avis, mais quelqu'un dont son avis, tu t'en fous, c'est l'avis de quelqu'un, mais ça peut être l'avis de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça qui devrait te détruire totalement, parce qu'en fait, moi je préfère avoir l'avis de quelqu'un qui sait ce que c'est. La semaine dernière, j'ai reçu un SMS de Benoît Graffin, qui est un scénariste de Salvadori, de plein de choses, qui est un super scénariste que j'admire beaucoup, La fille de Monaco, etc. Et en ce moment, Radin passe sur Canal. Et il m'a envoyé un SMS en me disant, je pourrais le lire, mais c'était super flatteur sur Radin. Et moi, c'est ça qui me touche. C'est qu'un mec qui sait ce que c'est que d'écrire, qui sait ce que c'est que la difficulté d'écrire une comédie, tout ça, me disent, et j'ai beaucoup de compliments sur Radin, de gens qui... De professionnels. Ouais, de professionnels, et entre autres de la comédie, mais que... Et ça... Je trouve ça plus important que le reste, mais on est parti de ça, on est parti du fait que c'était bizarre, parce que c'est plus difficile à écrire, et je vais te dire aussi mon sentiment,
c'est que je les vois, les mecs là, ils ont aucun humour. Pour moi, c'est comme si... En fait, c'est comme à l'école. Tu détestes les maths parce que tu es mauvais en maths. C'est pas que tu détestes les maths parce que si tu es bon en maths, il y a peu de chances que tu détestes les maths. Et je pense que si tu n'as pas d'humour, et si tu n'es pas drôle dans la vie, tu vas détester la comédie. J'ai un peu cette sentiment. Et je me suis toujours un peu dit ça. C'est-à-dire, et tu vois bien, dans les soirées, c'est pareil, les mecs qui font rire, c'est pas forcément les plus appréciés parce qu'ils prennent la place, parce que bien sûr, voilà, il y a un truc de ça. Je pense que ça joue un petit peu et que voilà. Et alors donc pour rester justement dans la comédie, puisque tu es quand même un des meilleurs dans ce domaine-là, et on va parler de radin justement, mais comment tu fais pour trouver une bonne idée de comédie? Bon, c'est un peu la question, voilà, comme tu disais, à $1000, mais comment tu fais pour trouver... Enfin, comment tu sais quand tu tiens une bonne idée de film, en fait? Qu'est-ce qui fait que ça fait tilt, en fait? C'est pas facile, parce que... Un bon concept, parce qu'on dit souvent que voilà, la comédie tient sur un bon concept. Ouais. Donc, comment tu trouves ça? Ouais, c'est pas évident. Déjà, c'est un concept qui t'éveille plein d'idées, déjà, d'une part. Mais il n'y a pas de garantie, en fait, ce que je trouve, et c'est ce qui est compliqué, je trouve aussi en France. Par exemple, en France, il y a beaucoup de développements qui se font pas, mais il n'y en a pas tant que ça, parce que ça coûte cher, et donc les films finissent par se faire souvent, mais on devrait pouvoir abandonner, en fait, parce que parfois tu vas dans un truc, tu as l'impression que c'est une bonne idée, mais tu galères. Remarque, Radin, si ça avait été ça, j'aurais abandonné, parce que ça a été dur, ça a été long. Et par exemple, oui, Radin, alors vous êtes parti du concept de... Il y avait une idée d'Olivier Dazac, un très bon scénariste, qui est un excellent scénariste d'ailleurs, et qui avait cette idée d'un radin qui accueillait une fille, mais c'était pas sa fille, et la fille tombait malade, et la seule chose qu'il donnait, c'était même pas ça. Je ne saurais même plus te dire ce qu'était le truc de base. Ouais. Enfin bon, il y avait l'histoire d'un radin en tout cas. Et j'ai dit oui, ça m'a intéressé. Je me suis dit tiens, c'est intéressant. En plus, j'avais envie de traiter le radin pas comme Molière ou Lavare, Lavare de Molière et tout ça. La radin, ou dans le film de Philippe Leguet avec Lucchini, où le radin était traité comme un personnage négatif. Et moi, j'en connais des radins. Et je sais que ça part d'une peur, panique, de l'insécurité et tout ça. Et je voulais traiter ce personnage de cette façon-là. Donc en fait, c'est parti de ça en fait. Déjà de cette envie d'être sympa. Enfin, sympa. Il fait des trucs très... Au début, on voit qu'il est pas super sympathique. Mais il y a un truc comme ça, je voulais parler de ça. Comme d'une maladie presque. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une souffrance. Moi, quand j'ai vu le film... quand je suis rentré dans la salle, je pensais rire pendant 2 heures et voir une pure comédie en fait, sur justement le défaut de quelqu'un, voilà, qui est radin. Et finalement, j'ai trouvé qu'au milieu du film, et d'ailleurs tu vas me dire si c'était vraiment pensé comme ça, voulu comme ça, je trouve que le film bascule vers quelque chose de plus, pas dramatique, mais quand même de plus anxiogène. C'est-à-dire ce qui au début était un ressort comique, la radinerie, se transforme en un handicap très émouvant, touchant. Enfin, on a de la peine pour lui en fait, parce qu'il est vraiment enfermé. Du coup, il s'enferme il est en circuit fermé. Il a plus de relations sociales, etc. Et ça en devient quelque chose enfin, le film bascule dans quelque chose d'émouvant. Est-ce que c'était totalement voulu? C'était voulu à 100%. Voilà, d'accord. Parce que pour moi, c'était ces gens-là, ils s'empêchent de vivre, entre autres. Vivre, c'est pas juste dépenser de l'argent, mais c'est un tout pour moi. Ça veut dire ne plus sortir, ne pas voir de gens, ne pas pouvoir inviter de filles, ne pas tout ça. Et je trouvais que c'était important. Mais moi, le vrai déclic, en fait, je me souviens encore, j'étais en voiture quand j'ai eu ce déclic, parce que je bloquais tout ça. Le vrai déclic, alors c'est pour ceux qui ont vu le film, mais le vrai déclic a été quand je me suis dit, quand j'ai eu l'idée, j'avais l'idée que c'était sa fille déjà, mais que cette fille pensait qu'il était un mec généreux et qui donnait aux autres, et qu'il avait ces orphelinats au Mexique, etc. Que sa mère l'avait éduqué en lui disant que son père, c'était un mec hyper généreux et tout ça. Et que pour la première fois, ce mec voyait arriver quelqu'un qui pensait qu'il était le mec le plus généreux de la Terre. Et je me suis dit là, ça y est, j'ai un truc qui fait une relance à mi-parcours, qui va être touchant et qui va être intéressant, qui amène de la comédie quand même aussi, vraiment beaucoup encore.
jusqu'au bout, mais il y a une vraie histoire, il y a une vraie relation entre ces deux personnages, et ce personnage va évoluer. Et comment on appelle juste... à la fin, mais oui, voilà, il y a une évolution. Et comment on appelle justement ce basculement dans l'écriture d'un scénario au milieu d'un film Le midpoint. Le midpoint, voilà, c'est ça, d'accord. Et ça, c'est un truc qui manque dans beaucoup de films, parce qu'en fait, moi, c'est un des trucs que je recherche toujours assez tôt, c'est que je me dis, voilà, il y a 3/4 d'heure de film, si on compte un film d'1h30, mais il y a 3/4 d'heure de film qui vont être sur une certaine thématique, etc. Et au milieu, il faut relancer, c'est-à-dire il faut passer à autre chose. D'accord. Oui, parce que toujours être sur la thématique, mais être, voilà, parce que le spectateur va se faire chier, parce que tirer toujours la même corde, ça ne va pas. Donc il y a un truc à faire qui est... ça s'appelle le midpoint. Moi, j'ai pas beaucoup de règles de scénario, mais il y a le midpoint et le low point. C'est mes deux... C'est quoi alors le low point? Le midpoint, donc c'est la relance au mi-parcours. Hein, c'est un truc qui arrive, qui fait que voilà. Le film bascule vers. On passe un peu à autre chose, tout en restant dans la thématique, hein, mais on passe à autre chose. Et le low point, c'est le moment avant le dénouement où le héros est au plus bas. D'accord. Et si tu regardes la plupart des films, même le Bergman, même tout ça, si le film est bien foutu, il y a généralement un moment où le héros est en chute on se totale, dit comment il va s'en sortir, c'est fini. Etc. Et ça, voilà, si j'ai deux règles, c'est ces deux-là que j'essaie d'appliquer parce que voilà, et la construction par bloc, ça c'est un truc que j'essaie de faire aussi. Mais ça, voilà. Et alors, là, on va rentrer vraiment dans la technique d'écriture. Donc, quand tu te lances, une fois que tu as trouvé l'idée de ton film, que ça soit une comédie ou un drame, peu importe. Est-ce que tu passes vraiment par toutes les étapes classiques de l'écriture d'un scénario, c'est-à-dire pitch, synopsis, traitement, séquencier, continuité, dialoguer, ou est-ce que tu sautes des étapes? Je saute pas mal d'étapes. En fait, je passe par le traitement, et V1 dialoguer, et V2 dialoguer, tout ça. Et un traitement, par exemple? Pas par synopsis très rarement, et par séquencier surtout. Mais alors, pour convaincre un producteur, on dit souvent qu'il faut lui présenter... Bon, déjà, il faut lui faire un pitch à l'oral, et il faut lui présenter un synopsis. Parfois, alors moi, je suis dans un cas un peu particulier, parce que souvent, c'est les producteurs qui viennent me chercher pour une commande, donc je ne vais pas les convaincre. D'accord. À la limite, voilà. Par contre, quand j'ai vendu des idées... genre La Proie ou il y en a eu d'autres, hein, j'avais écrit 6-7 pages. D'accord. Voilà. Et on est allé voir des prods. Donc 6-7 pages, c'est plutôt le synopsis. C'est plutôt un synopsis, mais pas finalisé en fait, plus un pitch super développé. D'accord. C'est-à-dire il n'y a pas la fin forcément. Il n'y avait pas la fin, d'accord. Il n'y a pas la fin, il y a juste donné envie d'y aller, quoi. Et donc voilà, après c'est le traitement qui fait 40 pages en général, qui est vraiment un traitement très développé. On parle beaucoup de l'importance de la structure d'un scénario. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la structure scénaristique, en quoi c'est si important, et d'ailleurs comment toi tu travailles cette structure? Mais justement, alors je suis entre guillemets assez réputé sur la structure, bizarrement, j'apprends tout le temps ça. Les producteurs, c'est pour ça qu'ils m'appellent, je sais pas, et pourtant j'ai l'impression de ne pas commencer par la structure en fait. Je commence toujours par les personnages. C'est-à-dire une bible des personnages? Presque, ça vient un peu de l'anime, parce que dans l'anime, on travaille sur une bible, et après, à partir de la bible, on écrit plein d'histoires. Et je pense que ça vient un peu de là. Ça vient en fait, moi, mon sentiment, et c'est parce que parfois je lis des scénarios où je sens que c'est ça, où il manque des personnages. Mon sentiment le plus profond, là, sur la narration, hein, sur tout ça, c'est que les péripéties, on les a toutes vues, quasiment. Ce qui fait le sel d'un film, d'une histoire, c'est les personnages. Et je pense que si on part trop vite dans la structure, on part avec des personnages qui n'existent pas et on fait une structure un peu mécanique. On lit mais on s'en fout, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit interne du personnage, il n'y a pas de problématique réelle du personnage. Donc je me force toujours à partir des personnages. C'est-à-dire à voir quelle est leur problématique, à voir, quand une comédie, c'est voir aussi ce qui va rendre... Par exemple, si Radin est un joueur un violoniste, ce qui n'était pas du tout le cas, il travaillait à la Poste quand Olivier Daza... Pour moi, c'était un peu évident, et alors que de le faire violoniste, ça le rendait, paradoxalement, il avait un talent, il avait un truc, il avait un truc artistique qu'il a racheté, en fait, de son défaut, de radinerie.
Et ce qui fait aussi qu'une femme pouvait tomber amoureuse de lui parce qu'elle le voyait. Enfin, c'est une contrebassiste dans le film, mais il y avait un truc qui faisait qu'il y avait un paradoxe entre un mec qui exprimait quand même ses sentiments dans la musique et qui était en même temps incapable de les exprimer dans la vie parce que ça lui coûtait de l'argent. Ouais. Donc, ça lui faisait comme une porte de sortie pour lui permettre d'évoluer. Exactement, et en plus, ça donnait en plus des scènes que je trouve qui étaient originales parce que on me parle souvent de cette scène, parce que je suis très content de cette scène, c'est quand il est pressé, qu'il fait jouer les 4 saisons très rapidement, il doit rentrer très vite. C'était un truc, je trouvais que ça apportait des scènes vraiment... Donc c'est de partir toujours, pour moi, des personnages. Et parfois, d'ailleurs, même, ça m'empêche pas de partir trop vite parfois dans le traitement et de me dire, merde, j'ai pas réfléchi à tel personnage. Et en fait aussi, au tout début, je me suis rendu compte, en fait, que les acteurs, ils lisaient leur rôle et qu'ils avaient envie de... C'est aussi bêtement pour monter les films, parce que un acteur, il va aller sur un film s'il y a un personnage qui lui plaît. C'est pas l'histoire, à la limite l'histoire, c'est presque annexe, mais s'il a envie de jouer ce personnage. Et donc si on se met à la place des acteurs, tous les acteurs qui vont jouer le film, les petits rôles comme les rôles, ils vont avoir besoin de jouer quelque chose. Donc il faut essayer et de penser comme ça, je trouve que c'est vachement bien, parce que au final ça rend le scénario meilleur, j'ai l'impression, mais aussi ça permet d'avoir des acteurs des bons acteurs pour jouer les films, c'est tellement important. Et comment tu pourrais, si tu devais t'adresser par exemple à un jeune scénariste, lui donner des conseils pour écrire un bon personnage? Qu'est-ce qui fait? Comment tu arrives à trouver le bon angle pour écrire un bon... Qu'est-ce qu'un bon personnage, quoi? Donc déjà, toi tu pars du principe qu'il vaut mieux écrire une biographie sur le personnage, par exemple? Non, c'est plus empirique que ça. J'écris pas une biographie du personnage, mais en fait, je me laisse... je sais pas, j'essaie de l'imaginer, mais je fais pas avant, parce que Claude Sauté faisait ça. Il faisait son passé, son présent, son futur, et il faisait vraiment une sorte... Il tapait même un synopsis du personnage. C'est vachement intéressant d'ailleurs, avec Jean-Louis Dabadi. Et non, en fait... par exemple, je vais parler par exemple de la proie, c'est-à-dire, je me disais, je trouvais aussi un credo du personnage. Je me disais par rapport à l'histoire, et d'ailleurs c'est marrant parce que, j'ai allé au bout du truc et après je vous dirai pourquoi c'est marrant. C'est que je me suis dit, il faut que ce soit un personnage qui ne fasse confiance à personne. Et le malheur, c'est qu'il fait confiance au mec qui est dans sa cellule avec lui et ça déclenche tout. Et donc, voilà, je suis parti de là. Et quand le film est sorti, il y a eu une critique dans un truc de psychologie, qui était une critique sur le fait de ne pas faire confiance aux gens. Et le mec prenait point à point et démontrait un truc que j'avais fait empiriquement, que j'avais pas fait avec une réflexion poussée, comme quoi c'était psychologiquement très juste. C'était même des typologies, je ne les connais pas, etc. Et quand Radin est sorti, d'ailleurs, aussi, ils ont interrogé des mecs qui étaient spécialistes de psychologiquement, des problèmes et tout ça, et c'était pareil, quoi. Donc il y a un truc aussi je pense que c'est un truc de se mettre dans la peau des personnages, et de trouver aussi des trucs qui font que... Par exemple, La chance de ma vie, c'était amusant. Après, c'est des ironies dramatiques. C'était amusant de faire que c'était un conseiller conjugal qui ne pouvait pas garder une femme. Voilà. Ça, c'est tout de suite... Il y a un truc. Et ça, les Américains, pour ça, c'est des génies. Ils sont bons pour ça. Pour trouver des concepts. Et trouver aussi des personnages qui sont le meilleur personnage, enfin le meilleur, on sait rien, mais le bon personnage pour que l'histoire soit vraiment drôle. Qu'il y a un vrai truc, qu'il y a une vraie dynamique de comédie. Une vraie dynamique de comédie. Et voilà, c'est de mettre un peu heureux dans un truc où il va falloir que ce soit... voilà, et de trouver le bon truc, et pas surcharger non plus les persos, parce que autant en roman, ça peut être multidimensionnel, etc. En scénario, si tu as 2 caractéristiques, ça va, parce que après... ça pollue le truc. C'est-à-dire que bah oui, parce que mais c'est vachement important, même pour dialoguer, même pour voir la réaction, pour que la réaction du personnage soit pas la même qu'un autre personnage lambda. Donc le Radin, pour en parler de ça, lui il va tout penser à l'aune de ce que ça va lui coûter. Donc ça, déjà quand tu es dans un truc comme ça, ça t'aide à écrire des scènes qui sont pas pareilles que
que d'autres, quoi. Enfin, il va au restaurant avec une femme, il n'aura pas la même réaction que tout le monde. Il y a ce petit élément qui vient perturber le classicisme d'une scène. Ouais. On va donc aborder un petit peu ta journée type de scénariste. Comment ça se passe concrètement ? Combien d'heures tu passes devant ton ordinateur à écrire ? Est-ce que tu te fixes un objectif de pages à faire ? Est-ce que tu as un objectif particulier ? Est-ce que tu travailles tous les jours ou que le matin ? Je travaille tous les jours. Je travaille aux heures ouvrables. Ouais. Alors, je travaille de 10h à 18h et jamais après. Ou 18h30, allez. Jamais après. Mais ça depuis tout le temps, même quand j'étais en prépa. Jamais. Mais oui, mais si t'as tout d'un coup, je sais pas, il est 23h30, t'as une idée, une inspiration, ça n'arrive pas. Je pense que c'est... Alors après, il y a tous les cas de figure, il y a des gens qui préfèrent travailler la nuit, etc. Ça, c'est pas un souci, mais moi j'ai l'impression, en tout cas, mon credo, c'est qu'il faut s'y mettre. Et parfois, je peux passer une matinée, une après-midi où je trouve que de la merde, où je trouve rien. Ouais. Mais je sais maintenant, avec l'expérience, que c'est d'avoir cherché pendant toute une après-midi. J'avais entendu ça dans un podcast justement d'un scénariste et je trouvais que c'est tellement proche de ce que je vis moi et que c'est que tu te sens tellement coupable d'avoir procrastiné ou ne pas arriver que les 5 dernières minutes tu trouves l'idée qui te manquait en fait. Donc en fait il y a un truc comme ça où je consacre mes heures, 8 heures par jour ou 7 heures disons par jour à travailler. Donc, tu te forces à être devant ton écran et il faut que ça vienne, quoi. Je suis pas devant l'écran, par contre. D'accord. Je suis sur papier. Ah, papier, d'accord. Mais j'ai vraiment... moi, il faut vraiment que ça soit... En fait, je tape que quand je suis prêt. Voilà. D'accord. Donc, c'est quoi sur le papier ? Tu notes des idées ? Je note toutes les idées. J'ai même fait toute la structure. D'accord. Et je ne tape que quand c'est prêt. Et pareil, quand je tape un scénario, je déteste taper. Ouais. Je dois faire... Bon, après, on rentre dans les détails, mais je pense que je fais de l'apnée, donc je tape, mais je respire pas beaucoup. Je suis crevé. Donc j'écris plus de 10 pages par jour de scénario. Donc ce qui fait que je fais un scénario en 10 jours. Ah oui, c'est hyper rapide. 10 jours, 11 jours maximum. D'abord, il y a pour moi 2 avantages. C'est que je suis dans une dynamique qui fait que je pense que le scénario va être dynamique et fluide, etc. Et que je suis dedans. C'est-à-dire, je ne pense pas à autre chose, je suis dedans à fond. Quand je tape, et c'est pas que j'écris un scénario en 10 jours, mais c'est que j'ai préparé avant, pendant parfois des semaines, des mois, où j'ai bloqué. Et je ne tape que quand je pense être prêt. Après, ça ne veut pas dire que ça sera top et que je vais retravailler tout ça. Parce que mais il y a tout ce travail en amont de réflexion. Parce que, en fait, j'ai l'impression que quand tu es devant ton écran, alors moi, c'est ça, après, chacun. Que devant ton écran, il y a une sorte de pression qui fait que je suis pas... Il y a un truc de transe, je vais travailler au café le matin, ou des trucs comme ça, où mon esprit va vagabonder, je trouve des idées. C'est le meilleur moment pour moi, c'est le moment où je commence à travailler sur un scénario et que tout est possible, etc. Et je trouve ça génial. Après, quand ça devient vraiment concret, ça devient dur, et plus ça devient concret, plus c'est dur, mais parce que c'était plein de doutes et tout ça, mais en tout cas voilà ça après je sais qu'il y a des gens qui écrivent directement sur l'ordinateur et ça marche très très bien, hein. Moi c'est ma façon de faire, en tout cas j'ai besoin de beaucoup préparer. Et donc toi on va dire à peu près en moyenne en combien de temps tu peux écrire une V1 à partir d'une idée que tu as eue d'un film? Ça a été très variable en fait. C'est très variable. Ça peut être 3-4 mois comme 2 ans. Ouais, je peux pas dire. D'accord. C'est très variable à dire. Ouais, c'est très variable. D'accord. En fait, le gros truc, c'est soit tu craques le code assez vite, soit ça prend des mois, voire parfois même des années. Tout dépend du sujet. Ouais, du sujet, de trouver la bonne solution. Tu pars sur des fausses... Si tu as le malheur de partir sur une fausse piste, voilà, t'en as pour... En plus, t'es un peu obligé d'aller au bout, ça c'est Goldman qui dit ça. William Goldman, c'est un truc qui m'a... Il y a des livres super qu'il a écrits, hein, qui sont vraiment à lire, plus que les guides de scénario, vraiment. Il y a moi, si je devais recommander des livres à lire pour les gens, c'est les 2 bouquins de Goldman, de William Goldman, parce qu'il parle de son expérience, il parle de tout ça. Et je dis toujours qu'il faut aller au bout de ce qu'on a fait et voilà. Parce qu'il y a des gens qui se bloquent dès les 30 premières pages, etc. Et moi, je trouve qu'il faut aller au bout
et qu'en allant au bout, qu'on va relire et avoir du recul et se dire ah non ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Voilà, enfin bon après, tout ça c'est vraiment chacun sa sauce. Hein. Bon alors maintenant on va aborder ton travail sur le film L'Odyssée, donc qui était un biopic sur Cousteau. Et donc là c'est un film... Non, sur Ulysse. Et donc là sur ce scénario, vous étiez plusieurs hein, on était avec Jérôme Salle, le réalisateur. Voilà, donc tu as coécrit. Comment ça s'est passé sur ce film par exemple? Est-ce que c'est le réalisateur qui est venu te chercher pour coécrire avec toi? Oui. D'accord. Et est-ce que du coup vous avez tout écrit ensemble? Est-ce que tous les jours vous voyez pour brainstormer? Ou est-ce qu'il t'a mandaté pour faire une V1 et tu t'es isolé, tu as fait ta première version, ou est-ce que voilà, vous avez tout chacun écrit une scène? Je peux parler de celui-là et sur l'Outsider avec Christophe Baratier, parce que c'est deux cas différents et en même temps un peu comparables, parce que c'est deux biopics. Sur l'Odyssée, c'est compliqué parce qu'il y a eu plusieurs phases, ça a été très long, Jérôme a été sur d'autres films, moi j'étais sur d'autres films, donc le vrai travail, en fait on a travaillé ensemble, tous les deux, à dépioter la structure. Alors déjà il a fallu farcir toute la documentation, etc. Justement, il y a beaucoup une phase de recherche. Combien de temps ça prend cette phase de recherche? Je sais pas, il faut lire tous les livres, c'est ce qu'on a fait, voir la plupart des docs. On a rencontré Albert Falco, André Laban. Vous êtes allé sur les lieux par exemple? On est allé sur les lieux, on a rencontré des gens à Marseille, ils étaient souvent à Marseille tous d'ailleurs, mais on a rencontré des gens de la Calypso. Voilà, donc il y a eu... C'est des mois de... Ça, ouais, enfin ça, oui, mais c'est passionnant, on lit, on voit et tout ça. Faut avoir du temps quand même, parce que ça c'est pas... Voilà, ça, quand on écrit un biopic, c'est un truc à savoir quand même, hein, parce que j'en ai écrit... Il y a celui-là, il y a eu Carviel, et là j'ai écrit Prost. Donc tout ça c'est des trucs où il faut... il y a du temps de ça, voilà, il faut se documenter, etc. Et donc voilà, après avec Jérôme, on a fait une structure ensemble. Et après, on s'est partagé des morceaux. On a fait l'acte 1, c'était, je sais plus, moi ou lui, et lui, il a fait l'acte 2, il a fait l'acte 3, etc. D'accord. On a mis tout ça ensemble. Voilà. Et ça, c'était un film qui était très cher, qui valait 40 millions d'euros. Et ils n'ont pas trouvé l'argent, c'était compliqué. Et donc, ils ont dû réduire. Et là, Jérôme a fait le travail tout seul, d'adaptation, de réduction du script. D'accord. Donc voilà, tandis qu'avec Christophe Baratier, c'était totalement différent. Là, on a écrit tout le temps ensemble. C'est-à-dire, c'est la première fois que ça m'est arrivé, c'est-à-dire d'être face à l'ordinateur. Toujours à deux. D'accord. Et c'était une super expérience, complètement différente, mais voilà. Et alors justement, quand on écrit à plusieurs, à deux ou même à plus, comment vous faites pour garder une homogénéité de ton, sachant que chacun a sa personnalité, chacun a sa patte est-ce qu'il faut une homogénéité de ton justement dans le scénario? Je trouve que... Alors ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé... Est-ce qu'il y en a un qui fait le master draft? Avec Jérôme et avec Christophe Baratier. Sinon, en général, je fais toujours le first draft, enfin le premier jet, tout seul. D'accord. On en parle ensemble, hein, oui, bien sûr, en tout cas, c'est moi qui écris le premier jet, en général. Donc, avec Nicolas Cuche, j'ai aussi fait parfois du travail ensemble, etc. Et l'homogénéité, elle vient de... si on dit une merde, l'autre va évoluer. Il faut vraiment une relation où chacun peut dire ce qu'il pense à l'autre, sans que l'autre se vexe. C'est pas si facile, donc ça peut pas marcher avec tout le monde. C'est des problèmes d'ego? Ouais, éventuellement, mais après, tous ces gens-là, c'est des gens intelligents, donc il n'y a pas de souci. Et puis, s'ils reconnaissent votre capacité, et puis vous leur reconnaissez la leur, c'est pas un souci. Je pense que c'est pas un gros souci, je pense que ça apporte l'un à l'autre. Et c'est chouette, quoi, c'est vraiment chouette. J'aime bien aussi travailler tout seul. Hein, et j'ai un autre truc, c'est que je travaille aussi avec ma femme, avec qui on a écrit L'Embarras du choix, et avec qui on a écrit d'autres films maintenant. Là, c'est encore différent de travailler avec sa femme. Donc, c'est encore plus compliqué. Ah oui, là, c'est... Voilà, donc, enfin, compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails. Non. Mais alors, moi, j'avais une question, justement, par rapport à l'écriture du biopic. Parce que j'ai vu récemment le film Bohemian Rhapsody, sur le groupe Queen, et c'est un très beau film, mais j'ai trouvé qu'il manquait un axe, un angle pour mettre en place une structure dramatique.
C'est-à-dire que le film enchaîne les moments très importants de la vie, les péripéties, voilà, les moments marquants de la vie du groupe et de Freddie Mercury. Mais il manque un axe, il manque un point de vue en fait, un angle. Est-ce que c'est pas ça le plus dur finalement quand on écrit un biopic, c'est de trouver un angle, parce que on peut vite tomber dans le piège de la fiche Wikipédia, voilà, et de juste de déballer les. Mais en fait c'est Et par exemple sur l'Odyssée, voilà, vous avez dû trouver un angle. L'Odyssée, c'est l'angle de la famille, l'angle du mec qui sacrifie tout. Enfin, qui est un ogre pour sa famille, oui, on l'a trouvé assez vite parce que c'était important, mais ça c'est vrai, hein, c'est trouver l'angle, trouver la façon de... pour l'outsider, c'était de se dire que c'était un autodidacte qui avait tout approuvé, alors qu'il était entouré par des gens qui avaient fait Polytechnique et que lui, il venait du middle, enfin, je sais pas technique, mais du middle office pour devenir trader. Il n'aurait pas dû devenir trader et qu'il avait tout approuvé. Et c'est pour ça aussi qu'il est rentré dans un truc incontrôlable, dans un engrenage, etc. Donc ça c'est essentiel parce qu'effectivement, sinon, c'est un livre d'images en fait. C'est la fiche Wikipédia qui peut être super, j'imagine. En plus, quand il y a de la musique comme dans Bohemian Rhapsody, ça aide, mais si t'as pas de musique, si t'as pas un truc qui fait que tu racontes... En fait, il faut trouver, j'ai l'impression, un angle qui fait que... Et quand on voit Amadeus, c'est génial, c'est-à-dire que c'est de trouver une façon de raconter l'histoire du mec avec un angle, enfin avec cette... Et en poussant cet angle pour que ce soit un enjeu... un enjeu qui pourrait être un film... même si c'était pas l'histoire de Amadeus, ça serait un film intéressant. Oui, voilà, exactement. Donc ça c'est important, l'axe. Mais c'est pas facile à trouver parce qu'en fait, quand on travaille sur un biopic, on se rend compte que la vie des gens, notre vie, la vie de tout le monde, elle est pas structurée. Non. Elle est assez peu structurée, c'est-à-dire que les événements de la vie, c'est pas dramatique tout le temps. Voilà, et c'est pour ça que moi je rêverais un jour qu'il y ait un biopic sur les Beatles, mais qu'est-ce qu'on pourrait raconter de vraiment intéressant dramatiquement sur les Beatles? Il n'y a pas forcément quelque chose de... J'ai lu un scénario qui a failli se faire, mais que c'est pas fait, qui n'était pas un biopic sur les Beatles, mais qui était une façon de raconter l'histoire des Beatles d'une façon... Mais sans les Beatles? Si, avec les Beatles. Je vais raconter le truc, c'est qu'en fait, c'était l'histoire d'un mec qui découvrait une machine à remonter dans le temps, et il se dit... que lui, sa grande truc, son credo, c'était que Yoko Ono avait détruit les Beatles. Ah ouais, donc il faut l'éliminer. Donc, il remonte dans le temps, il tombe à l'époque il tombe sur les Beatles, il se fait copain avec le John Lennon et tout ça, et il drague Yoko Ono pour qu'elle tombe amoureuse de lui et pas de Lennon. Et sauf que ça détruit toute l'inspiration de Lennon, parce qu'il était amoureux d'elle, et que, voilà... Et en fait, il se rend compte qu'il fait pire que bien, en fait, en faisant ça. Ça les détruit encore plus. Bon, alors ça, Et ça a un angle, une façon de raconter quand même l'histoire des Beatles. Parce qu'il y a un film sur Lennon... Oui, il y a eu un film sur, sur la jeunesse de Lennon. Enfin, où il y a McCartney un peu dedans. Il y a un petit peu... parce que... Il y a l'histoire avec mais voilà, par exemple, Michael Jackson, je pense que ce serait... Pas que ça serait facile, mais ce serait peut-être plus facile de raconter... Il y a eu un scénario dans la Blacklist. Et en fait, c'était raconté du point de vue de son singe. Voilà. Ça c'est original. Voilà. Bon, ça c'est un angle, ça c'est un vrai angle. Mais j'ai pas lu, mais il est super. Et il y a eu un scénario de la Blacklist aussi sur Madonna, qui est super. Mais qui est sur un moment. En fait, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans les biopics, ce qui est compliqué, c'est de faire toute une histoire. Alors nous, on l'a fait un peu sur l'Odyssée. Kerviel, c'était vraiment un événement parce qu'il y a un truc qui se passe et tout ça. Mais par exemple le biopic qu'ils vont faire sur Madonna, c'est sur le moment, entre le moment où elle est inconnue et le moment où elle devient célèbre. Ça ne traite pas là-dessus. C'est sur un vrai moment. Sur un moment. Ça arrive souvent, ça, dans les biopics. D'ailleurs, ça déçoit des fois les gens, j'ai l'impression, parce que de ne pas avoir toute l'histoire. Mais c'est ce qu'il y a eu sur Coluche, tout ça. Voilà, Coluche, ou même Steve Jobs avec les conférences, voilà. Mais c'était hyper intéressant, parce qu'on apprend plein de choses sur le personnage sans forcément montrer... Ça en révèle pas mal sur le personnage. Et puis ça fait une histoire, en fait. C'est ça le truc, c'est que
il faut bien choisir le moment de ce qu'on raconte, le plus intéressant et tout ça. À un moment où il y a une vraie problématique, quoi. Et c'est pour ça, je sais pas comment ils pourraient faire un jour un bon film sur les Beatles, mais on aurait envie qu'on nous raconte toute l'histoire, mais il faudrait trouver un angle intéressant. Alors bon, la dissension entre McCartney et Lennon, est-ce que ça constituerait vraiment un enjeu fort? Je ne sais pas. Mais alors du coup, pour revenir juste sur le film L'Odyssée, est-ce qu'il y a eu une scène très difficile à écrire où vous avez lutté, vous avez mis, je sais pas, vous avez des jours et des jours avant de trouver une solution. Voilà. Quelle est la scène la plus dure que vous auriez écrit sur l'Odyssée? Je sais plus. Un truc où vous auriez bloqué et comment vous avez fait En fait, est-ce que tu as déjà été victime du writer's block, du syndrome de la page blanche, par exemple? Et comment tu fais pour t'en sortir quand tu butes sur une scène? Pas vraiment la page blanche et sur une scène, c'est plus sur un scénario global, c'est-à-dire te dire, ça arrive régulièrement de se dire, non mais ça sert à rien, ça va pas, je vais pas y arriver. Ça arrive. Mais c'est pas vraiment la page blanche, parce que c'est pas en train d'écrire, c'est sur le fait d'arriver à trouver la solution pour raconter l'histoire de façon satisfaisante, tu vois. C'est vraiment ça. Ça m'arrive encore, ça m'arrive tout le temps, hein. C'est ça qui est un peu dur, je trouve d'ailleurs, qu'avec l'expérience ça ne change rien. Et comment tu fais pour te débloquer? Est-ce que tu t'isoles une semaine à la campagne ou... Non, j'aimerais bien. Non, il n'y a pas de... Il faut persévérer en fait. Faut persévérer. Ou alors est-ce qu'il faut s'éloigner de son scénario, ne plus trop y penser pour y revenir ou pas forcément? Moi je suis pas trop là-dessus, mais peut-être, chacun a ses méthodes, mais... Moi, j'ai vraiment l'impression c'est de continuer d'y penser, tout ça. Par contre, j'aime bien l'idée d'écrire le truc, laisser des mois et de revenir dessus. C'est ce qui nous est arrivé. Alors, c'est ce qui nous est arrivé sur l'Odyssée, c'est ce qui nous est arrivé sur l'Outsider, mais pour des raisons de financement qui étaient compliquées, etc. Ce qui fait aussi que quand le financement repartait, on relisait notre scénario et on se disait, tiens, on peut faire mieux encore, on peut trouver des trucs avec le recul. On a rarement le recul en fait. Parce qu'il faut écrire. Si le film se monte, il se monte. Et là, dans ces cas-là, je trouve que c'est pas mal que les films aient eu du mal à se monter, parce que nous, on est revenus, on a relu, et on s'est dit attends, ça marche pas trop bien. Et je vais me remettre sur Prost, par exemple, qui a été un peu arrêté pendant un certain temps. Je suis sûr que quand je vais le relire, je vais me dire tiens, non, ça va pas, ça, c'est pas bien. Et ça, c'est chouette, je trouve. Un recul, et alors justement, est-ce que toi, par exemple, tu continues de travailler sur le scénario, même quand le film commence à être en tournage? Non, tu n'es pas sur le plateau. Aux États-Unis, ils le font, je sais, mais nous, non, on n'est pas sur le plateau. D'abord, ils ne nous payent pas pour. Aux États-Unis, ils payent le mec pour, quand même. Et, parce que souvent, ils modifient les scènes au moment du tournage. Ils modifient les dialogues. Est-ce qu'ils t'appellent pas pour te dire, tiens, il faut réécrire? Non, jamais. D'accord. Par contre, est-ce que tu assistes, par exemple, aux lectures avec les comédiens avant le tournage? Je l'ai fait. C'est un calvaire quand c'est une comédie. Et, ah bon, pourquoi? Parce que si un comédien a décidé de lire à plat, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, s'il n'y met pas le ton. S'il n'y met pas le ton, s'il n'y met pas du sien, et tout ça, j'ai vécu ça avec un acteur qui s'est excusé après, et que j'aime bien au final, mais là, je me suis dit, waouh, ça c'est violent, quoi. Par contre, quand c'est une lecture, j'ai eu la lecture de La Proie, ou des trucs comme ça, c'est pas très gênant. Mais il se trouve que les lectures, les réals, ils n'aiment pas forcément que le scénariste soit présent. Ah oui? Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le moment où le réal est avec ses acteurs et qu'il veut que je pense que c'est une histoire inconsciente ou consciente, j'en sais rien, mais il veut, dans son ego tout puissant, il veut que l'acteur pense que c'est lui qui a écrit, que c'est seulement lui. Voilà, et puis je peux comprendre aussi, je me mets à la place du réal, où je me dis que le réal aussi, il n'a pas envie que le scénariste soit là, à dire non, mais non, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc en fait, c'est aussi normal que... Et puis je ne tiens pas forcément, parce que... Enfin, c'est complexe. Ça peut être intéressant, ça peut apporter des trucs. J'ai eu des relations... Il y a eu des réécritures du coup, après des lectures? Enfin, j'ai eu des lectures avec mais des lectures partielles, ou alors ce qui était le plus intéressant, j'ai trouvé, par exemple sur Sous le même toit, c'est que quand Gilles Lelouch est arrivé avec Louise Bourgoin aussi, ils ont une vision sur le script, ils ont eu des envies, mais c'était
tu vois, ponctuel sur certaines scènes, sur une intention qui n'y était pas, peut-être qu'on pourrait faire ci, ou peut-être faire ça. Et moi, je repartais à l'écriture en ayant ça en tête, et ça, je trouve ça chouette. Voilà. C'est pas à chaque dialogue de touche, de faire une lecture précise, de voir le truc. Ça peut être utile, hein, je sais pas. Enfin, d'ailleurs, ça arrive souvent qu'il y ait des lectures, mais enfin, pas si souvent que ça, mais quand même. Mais c'est pas systématique qu'il y ait des lectures ? Non, c'est pas systématique. Ah d'accord, je pensais que c'était systématique. C'est pas systématique. Tu sais, il faut pouvoir réunir les comédiens avant. Alors, j'ai 2 questions de fin. Pour terminer cette vidéo, première question, sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu peux nous révéler quelque chose? Alors, tu nous as dit que tu étais en train de... Enfin, ou que tu avais terminé de travailler sur le scénario de Prost. Oui, ça fait très longtemps que ça fait 2 ans que c'est terminé. D'accord. Il a failli se monter, et il s'est pas monté, et là, ça revient d'actualité. Je sais pas ce que ça deviendra, mais je serais très content qu'il se fasse. Hein, mais, Donc, il y a ce projet-là. Est-ce qu'il y a un projet... Non, en fait, ça, c'est vraiment... C'est presque annexe, parce que... Non, je suis sur pas mal de scénarios. C'est difficile d'en parler parce que ils vont se faire, j'espère, mais c'est pas sûr. Donc là, je vais le dire et ça se trouve, ça se fera pas. Ça se fera pas. Donc en fait, je travaille sur pas mal. Je travaille sur 3-4 scénarios. C'est quel genre de film? Plus comédie là. Plus comédie. Ouais, quasiment 90% de comédie. Et dernière question, si tu avais un conseil à donner à un jeune scénariste là, qui nous regarderait, tu peux t'adresser à la caméra, quel conseil tu lui donnerais, voilà, un scénariste qui voudrait débuter dans le métier, qui voudrait commencer? Si tu avais un conseil à lui donner. Un conseil. Pas évident parce que je lui dirais d'écrire, je lui dirais déjà de lire beaucoup de scénarios. Déjà, ça serait mon premier conseil. De regarder les films, mais du point de vue de la narration, comment on écrit des effets pour qu'un effet marche. Je pense qu'un bon scénario, il y a des chances qu'il soit vu et qu'il soit fait. Ouais. Mais je peux pas le dire à 100%. Je veux pas dire que c'est évident, parce que je suis sûr qu'il y a des très bons scénarios qui ne sont pas faits, donc c'est un peu con de dire ça. Je pense que c'est pas vraiment le cas, mais... c'est plein de paramètres, de toute façon. C'est le talent, c'est les rencontres, c'est l'histoire, le sujet peut-être qui tombe au bon moment. Et il y a aussi, faut pas le négliger, je vais finir là-dessus peut-être, mais faut pas le négliger, il y a un côté commercial, quoi. Il y a un côté être bon en rendez-vous, être bien pitcher son oui, film. Et rassurer les producteurs, rassurer les réals. Les réals se disent, je vais passer beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps quand même, c'est quasiment parfois du tous les jours avec le réal, etc. Le week-end au téléphone, des trucs, c'est du temps. Donc il faut que le réal il se dise, ce mec-là, il va pas être chiant, il va m'apporter beaucoup et il va bosser. Voilà. Et ça, c'est quand même déjà des trucs de base et des gens qui bossent déjà, il n'y en a pas tant que ça, vraiment. Voilà. C'est quand même un truc, et ça, c'est aux États-Unis, ils ont cette culture-là, et je ne vais pas dire qu'en France on l'a pas, mais je trouve que c'est pas un métier de paresseux, vraiment. Donc il faut bosser, et si on n'arrive pas, c'est pas parce qu'il y a vraiment une... Il n'y a pas que les paillettes. Hein. Oui, il n'y a même pas les paillettes du tout quand on est scénariste, donc vraiment. Donc non, il n'y aura jamais les paillettes, sauf que voilà. Il va falloir bosser dur. Voilà. Moi j'ai eu cette chance du dessin animé qui m'a fait écrire très vite, beaucoup. Donc en fait c'était formateur. Top. Ouais. Merci beaucoup Laurent. Continuez à découvrir les films dans les salles obscures, et si vous voulez devenir scénariste, si ça vous intéresse, il faut lire des scénarios, comme l'a dit Laurent. Et d'ailleurs vous pouvez en trouver sur le site de la Guilde des scénaristes, et vous pouvez d'ailleurs trouver ton scénario, le scénario de l'Odyssée. Ah, c'est possible, ouais. Voilà, en cliquant sur le lien Scénariothèque des lecteurs anonymes, vous trouverez tout ce qu'il vous faut comme information. Voilà, et bien sûr, rendez-vous sur un prochain numéro de Secrets de Scénariste. Salut! Voilà, nous espérons que vous avez apprécié ce 5e numéro de Secrets de Scénariste. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la Guilde des scénaristes,
Vous y trouverez régulièrement des nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France. Allez découvrir également le site internet de la Guilde, où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français, ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films sur l'actualité du cinéma sur ma chaîne The Film Talker, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, Secret de scénariste, épisode 5, c'est terminé, à très bientôt.